Bonjour à vous tous et bienvenue sur les antennes de TLM en direct du Salon Classe Export, sur lequel on va parler aujourd'hui de Maroc, qui est entre opportunité et croissance. Le Maroc est un des pays les plus prometteurs sur la zone Maghreb, une demande de la part des entreprises en alpine extrêmement forte. Et nous avons aujourd'hui pour répondre un peu à toutes les questions que vous vous posez sur le développement au Maroc, une trilogie de 3 plateaux qui vont se succéder avec 3 émissions que vous pourrez voir tout au long de cette semaine sur les antennes de TLM et que vous voyez aujourd'hui sur le Salon Classe Export. Madame la Consul Générale, bonjour. Chafika El Habti, vous êtes une des seules femmes, d'ailleurs je pense, ou la première femme Consul Générale du Maroc ici à Lyon. Félicitations d'abord. Merci, bonjour. Ce qui montre bien que la place des femmes au Maroc est quelque chose d'important. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Alors, parlez-nous un petit peu des grands fondamentaux sur le Maroc, puisque si j'ai bien compris, le Maroc est encore un pays en forte croissance. Quel est un peu le contexte économique marocain ? Merci pour l'invitation. La seule femme marocaine à être nommée au consulat général à Lyon, mais la seule femme maghrébine aussi. J'évolue au sein d'une quinzaine de consulats de carrière, une soixantaine de consulats entre carrière et honoraires. Le Maroc, comme vous l'avez dit, c'est un pays à forte croissance économique. Mais avant de parler d'opportunités de croissance économique, il faut évoquer le contexte politique, justement. Le seul qui n'a pas connu la révolution. Le seul qui n'a pas connu la révolution, ou bien ce qu'on a appelé de manière impropre le printemps arabe, mais pour des raisons, parce que le Maroc, il a enclenché une procédure, une dynamique de réforme progressive il y a plutôt une décennie de cela. Des réformes qui ont touché tous les aspects de la vie publique. On a eu l'instance équité et réconciliation qui a soldé et tourné la page des violations des droits de l'homme. On a eu l'INDH qui est l'initiative nationale de développement humain. On a eu le code de la famille qui a rétabli la place de la femme au sein de la société marocaine. On a eu la reconnaissance de la diversité culturelle du Maroc avec ses composantes arabes et andalouses, ses affluents amazirs, juifs et africains. Donc cet ensemble de réformes ont été actées par la Constitution de 2011, ont été constitutionnalisées et ouvrent la voie, le chemin à l'instauration à la consolidation de démocratie et de droits de l'homme. Vous voyez, donc, quand le changement dans d'autres pays de la région s'est fait dans la conflictualité et l'affrontement, le Maroc a continué paisiblement son chemin. Ça s'est un peu agité quand même à un moment donné, hein, ça pourrait être aussi ça simple. s'est agité, mais on viendra tout à l'heure par rapport à des raisons plutôt sociales et économiques, mais pas sur le plan politique. Alors, quel est le contexte économique ? Le contexte, vu de tout cela, partant de tout cela, le dynamisme économique, il est remarquable parce qu'il s'appuie sur 4 axes stratégiques fondamentaux. C'est le lancement de stratégies sectorielles qui sont fédératrices et conséquentes. C'est le lancement de réformes, comme je vous ai dit, et de l'environnement qui concerne même l'environnement des affaires, avec assainissement et réglementation. C'est aussi des projets d'infrastructures considérables. Le Maroc, c'est Tangemed, c'est le port Tangemed 1 et 2, c'est le port de Nador, c'est 15 aéroports internationaux, c'est 22 P2I, plateformes industrielles intégrées. C'est des fondamentaux macroéconomiques très stables avec un PIB autour de 3%. La COFAS, elle a maintenu... Une croissance de 3% du PIB. Oui, la COFAS... On aimerait bien avoir la même. Oui, il faut dire que toutes ces réformes, justement, permettent une croissance moins volatile que par le passé. Sur la première décennie 2010, on a pu maintenir une croissance autour de 5%. Sur les dernières années, maintenant, la COFAS, elle prévoit 3,2%. Le HCP, qui est le commissariat au plan, prévoit 3%. On arrive, tant bien que mal, à maintenir justement cette croissance. Croissance durable. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, un des enjeux aussi du Maroc, c'est développer aussi d'autres régions, parce que pour l'instant, c'est quand même l'activité économique est quand même très centrée sur Casa et Tanger, enfin Casablanca et Tanger.
Quels sont les enjeux par rapport à ça? C'est quoi? C'est aller dans d'autres régions marocaines? Non, c'est concentré sur Rabat Conseil, mais avec les plateformes intégrées, industrielles intégrées, elles sont un peu distribuées sur toute la surface du royaume. Et puis, on a, comme je vous ai dit, les stratégies sectorielles et qui sont des plans qui concernent l'ensemble du territoire marocain et qui sont le plan émergence en matière d'industrie. Maintenant, on part sur le plan d'accélération industrielle parce que le plan émergence, il arrive à terme en 2015. Il a réalisé en grande partie ses objectifs. Maintenant, on part sur un plan d'accélération qui a été annoncé sur 2014-2020 avec un fonds d'investissement, avec des aides aux PME, avec de nouvelles manières de partenariat avec les grosses boîtes qui doivent investir au Maroc. On parle de offset, donc un peu de voilà pour les PME marocaines, et le plan Maroc vert, un peu qui concerne tout le Maroc, le plan Haliotis pour la pêche, le plan on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est vrai que sur les plans, je pense que ça mérite un peu de prendre ça un petit peu plus en détail. Florent Beltest, bonjour. Florent, donc vous vous occupez de l'international, dirigez celui international de la Chambre régionale de commerce et d'industrie. En 2 secondes, entre Rhône-Alpes et le Maroc, c'est quoi les grands fondamentaux? C'est quoi les chiffres? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on ne part pas d'une feuille blanche dans notre relation avec ce beau pays qu'est le Maroc. Madame la consul générale le disait. Aujourd'hui, le Maroc est le 24e pays client de Rhône-Alpes et le 34e pays fournisseur. Alors, on parlait tout à l'heure de croissance et on a tendance souvent à parler de déficit de notre balance commerciale. Et bien là, avec le Maroc, on dégage pratiquement 200 millions d'euros. L'an passé, on a dégagé 200 millions d'euros de bénéfices pour notre région. En termes de chiffres, il y a déjà plus de 700 entreprises, établissements rhône-alpins qui exportent vers le Maroc, et une enquête récente de la CCIR a identifié plus de 130 entreprises PME, PMI rhône-alpines qui n'exportent pas encore, qui ne se développent pas encore sur le Maroc et qui souhaitent le faire. Donc il y a un socle solide. Très important. Deuxièmement, aujourd'hui on parle, oui, d'export, mais de plus en plus on parle d'internationalisation des entreprises, on parle d'implantation, et il est à noter qu'il y a déjà plus de 60 entreprises rhône-alpines qui sont implantées au Maroc. Pour développer un courant d'affaires régulier. Et inversement, il y a déjà près de 5 entreprises marocaines, c'est moins connu, qui sont implantées en Rhône-Alpes. On oublie toujours le deuxième sens, c'est vrai on oublie toujours, mais notamment dans le domaine bancaire et financier, ce qui peut aider certaines de nos entreprises à se développer là-bas. Et donc pour terminer sur ce sujet, on a nous au sein des chambres de commerce de Rhône-Alpes, CCI International Rhône-Alpes, des spécialistes Maghreb qui peuvent répondre à toutes les questions des chefs d'entreprise. Je les salue ce matin de Lyon, Nord-Isère et du Beaujolais, c'est ceux que j'aperçois près de moi. Et puis... On parlera tout à l'heure effectivement certainement d'un programme que vous avez... On en parlera tout à l'heure. Et puis une fois que nos entreprises veulent aller au Maroc, ils ont sur place à la fois la Chambre de commerce française au Maroc, qui représente UbiFrance, et Rail, qui sera, je crois, sur le deuxième plateau. Merci, à tout à l'heure, parce que de toute façon on reviendra sur les différentes actions qui doivent être faites. Jean-Louis Guigou, bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes délégué général de l'IPMED, vous êtes un grand défenseur de la Méditerranée et des relations entre, j'allais dire, la France et la Méditerranée. Alors c'est vrai qu'on l'a bien vu, il y a un tropisme français sur les pays de la Méditerranée qui est extrêmement important, avec des habitudes de travail. C'est un peu un débouché naturel. Est-ce que c'est toujours le cas d'abord parce qu'en fait, à force d'en parler, est-ce qu'on le pratique? Est-ce que les Français ont toujours ce même appétit, à votre avis, pour les pays de la Méditerranée et pour les pays du Maghreb en particulier? Oui, merci infiniment et toutes mes félicitations pour cette réflexion collective. Oui, le Maghreb, c'est l'avenir de la France et de l'Europe. Et le Maghreb se situe comme un tremplin pour aller vers l'Afrique subsaharienne. On a bien 3 étages, les Européens, les Arabo-musulmans et les Africains subsahariens, avec 500 millions de francophones. Et cette verticale Europe-Méditerranée-Afrique, elle commence à se structurer. Et ce n'est pas très original.
Parce que de l'autre côté, l'Amérique du Nord coopère de plus en plus avec le Mexique et avec l'Amérique du Sud. Et le Japon et la Chine coopèrent avec les dragons et les tigres. Donc vous voulez dire qu'on a une verticale, si on peut dire, du travail et des affaires entre l'Europe et l'Afrique. Ce sont des quartiers d'orange, des verticales qui se structurent. Et d'une façon générale, ce sont des pays développés, mais vieillissants, j'insiste, mais développés, qui coopèrent avec leur Sud, qui est jeune et qui a la croissance et qui est émergent. Et donc c'est cette complémentarité jeune et vieux, développé et émergent. Et donc au milieu, on a les pays du Maghreb. Donc. Et au milieu, on a les pays du Maghreb. Alors, ça me permet de dire une chose qui me paraît importante. C'est que longtemps, on a considéré le Maghreb comme le voisin de l'Europe. Et l'Europe a mis en place une politique de voisinage. Mais mes amis maghrébins me disent, il n'y a rien de plus humiliant que d'être considéré comme un voisin. Un voisin, ça veut dire tu ne seras jamais comme moi, tu es un voisin. Et donc, dans notre réflexion prospective qui se met en place, Europe-Méditerranée-Afrique, la Méditerranée, ce n'est pas le cul-de-sac de l'Europe, mais c'est le pivot pour faire le lien entre l'Europe et l'Afrique. Et le roi du Maroc a une stratégie très offensive. Il passe 1 mois ou 2 par an au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali. Il reste 1 mois avec 600 chefs d'entreprise marocains. Les grandes entreprises marocaines, Royal Air Maroc, est dans cette relation entre les Africains subsahariens d'Europe. Il les descend à Casablanca et la nuit, il est réparti sur l'Afrique. Attijari Wafa Bank est la plus grande banque marocaine en Afrique. Et vous avez l'OCP de Moustapha Terrab qui fait le lien avec le pétrole du Congo. Autrement dit, il ne faut plus, et j'insiste, il ne faut plus que nous, Français et Européens, on ait comme image le Maghreb des babouches et des tagines. Non, c'est fini. Le Maghreb, ce sont des ingénieurs, ce sont des cadres, des entreprises, des gens très dynamiques dont l'Europe a besoin et les Maghrébins ont besoin de nous. Alors Jean-Luc Guillou, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir comme les choses ont changé, quoi, finalement. Alors, change, oui, effectivement, c'est vrai. Il faut prendre vos micros parce que sans ça, vous ne serez pas entendu. J'ai dit juste que c'est une dynamique. Oui. Alors c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est de voir comme le roi du Maroc est un vrai ambassadeur économique. Hein. Parce qu'en fait, dans ses différents voyages, il emmène beaucoup de gens. Alors, je veux dire, le président français le fait aussi, mais le roi du Maroc, je trouve qu'il le fait de façon encore plus structurée, j'allais dire. C'est vraiment une institution, les voyages du roi du Maroc. Oui, le Maroc renforce de plus en plus sa vocation africaine et il déploie une diplomatie offensive. Déjà, comme le Maroc jouit d'une position géographique privilégiée, c'est une jonction entre le nord et le sud. Déjà par la position, Feu Hassan II disait qu'on était un arbre qui, dont les racines sont enfuies en terre africaine et qui respire au vent de l'Europe, dont les branches bruissent au vent de l'Europe, au vent de la modernité. Donc cette image, elle est toujours d'actualité, d'autant plus que le Maghreb, l'union du Grand Maghreb, l'union du Maghreb arabe est dans une panne regrettable. Donc on est condamné à être dans cette verticalité Europe, Maroc, Afrique. Les tournées de Sa Majesté, la fréquence, la densité, elle atteste de cette vocation. Elle impulse une nouvelle dynamique à cette coopération économique qui existe entre le Maroc et les États africains pour un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat qui plaide pour une intégration régionale cohérente et conséquente. Alors, qu'est-ce qui a changé dans nos relations? Parce qu'après, il ne faut pas se leurrer. On a une grosse problématique, c'est-à-dire qu'on est quand même, cette histoire d'ancienne colonie nous pourrit nos relations, ou en tout cas les mentalités, je crois qu'il faut le dire. Est-ce que les choses, là aussi, n'ont pas changé? Et comment est-ce qu'on doit, à votre avis, pratiquer le partenariat franco-maghrébin ou franco-marocain? Les choses changent considérablement entre les pays colonisateurs et les pays colonisés.
Je porte simplement à votre connaissance, mais vous l'avez vu dans la presse, c'est le Congo-Brazzaville et le Mozambique qui vont sauver une partie de l'économie du Portugal. C'est Madame Dos Santos qui va racheter la banque portugaise en faillite. Ce sont les Anglais qui sont les premiers investisseurs en Égypte. Ce sont les Allemands qui viennent de nommer l'ex-chancelier M. Wolf pour venir sur la Méditerranée. Donc, qu'est-ce qui change? Ce qui change, me semble-t-il, c'est qu'on n'est plus dans le modèle import-export. Je t'achète, tu me vends. On est dans un nouveau modèle de coproduction. C'est-à-dire que le client devient un partenaire et on partage les bénéfices. Ce qui me surprend, c'est ce modèle a été utilisé par les Allemands quand il y a eu la chute du mur de Berlin. Ils ont eu peur que les Polonais, les Roumains viennent tous en Allemagne. Et donc, ce n'est pas le travail qui est venu vers le capital, mais c'est le capital qui est allé vers le travail. Et donc, les industries allemandes se sont redistribuées dans les pays de l'Allemagne de l'Est. C'est ce qui va se passer avec le Maghreb. C'est-à-dire que le maître mot maintenant, c'est de trouver des partenaires de qualité et de s'associer. Et il faudra s'habituer à voir des Européens et des Français aller au Maghreb, mais réciproquement, voir des Maghrébins venir en France chercher des partenaires. Je vous invite, vraiment, je vous invite, chef d'entreprise de Rhône-Alpes, à trouver des partenaires marocains, algériens et tunisiens. Ils ont de l'argent, ils veulent s'implanter en Europe parce qu'il y a un immense marché de 500 millions, il y a les normes et ils veulent participer à la fois du nord vers le sud, mais du sud vers le nord. Deux mots sur l'IPMED, s'il vous plaît, qui n'est pas forcément connu du grand public. Quel est le rôle de l'IPMED dont vous êtes délégué général? Assez simplement, notre institut est un institut reconnu d'utilité publique et notre article 1 des statuts, c'est rapprocher par l'économie les deux rives de la Méditerranée. Mais d'une façon plus générale, notre slogan, c'est Cap au Sud, Cap au Sud. C'est-à-dire que l'Europe a commencé à 6, à 9, à 12, à 15, à 25 et à 30. Et maintenant, l'Europe bute sur la Russie, l'Europe bute sur la Biélorussie et l'Ukraine. Et donc, on sait qu'on ne peut pas aller plus loin. Et donc, maintenant, c'est Cap au Sud, Cap au Sud. Et le moment est opportun parce qu'on assiste à des délocalisations venant de Chine. La Chine, maintenant, a fait le plein. Elle développe la consommation. Et les autorités chinoises ne veulent pas que les entreprises étrangères captent les revenus. Et donc, elles ferment l'arrivée de nouvelles entreprises. Et donc, on assiste à des délocalisations d'entreprises américaines, européennes, allemandes, et qui cherchent de nouvelles localisations. Nous pensons que ce que fait l'Amérique avec le Mexique, nous devons le faire, nous, avec le Maghreb. C'est-à-dire que j'aimerais parler avec mes mains. Vous avez l'Amérique qui est à ce niveau de difficulté, de complexité, de normes, et vous avez la Chine qui est ici. Eh bien, ce qu'a fait la Chine, elle a utilisé le Mexique comme tremplin. Et les entreprises américaines reviennent de Chine, se localisent au Mexique, mais pour servir les intérêts réciproques des Mexicains et des Américains. Donc vous pensez que les entreprises européennes vont faire la même chose avec le Maghreb? Voilà. Bon. Parce que l'écart entre la Chine et l'Europe est trop élevé. Les normes, le droit du travail. Et le Maghreb est la bonne interface pour accepter ces entreprises en partenariat. Alors, la région Rhône-Alpes a un programme
si on peut dire, notamment d'accompagnement sur le Maroc et sur le Maghreb, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Tout à fait, Marc. Donc, en fait, on profite du salon Classe Export donc, pour sortir notre ouvrage sous le vocable L'équipe relève de l'export que vous retrouvez sur le stand, là, juste derrière. Parle de différents programmes, soit sectoriels, soit sur des pays. Pour le Maroc, nous avons 4 grosses opérations prévues en 2015 et les secteurs, du coup, montrent un petit peu le dynamisme du Maroc que l'on montre depuis ce matin. Une opération qui aura lieu dans le domaine de l'aéronautique et de la défense en lien avec le GIMAS, le groupement des industries dont marocaines de l'aéronautique et spatiale, hein, pour ceux qui connaissent en France le GIFAS, c'est l'équivalent. Deuxièmement, une opération qui sera avec Accéléra, le pôle Accéléra, donc chimie environnement, à Casa, et on en parlait tout à l'heure auprès du puissant office chérifien de phosphate. Troisième opération dans le domaine de l'éclairage. Lyon est bien connu pour bientôt la fête des Lumières, et là, ça sera avec le cluster Lumière. Et enfin, une opération dans le domaine de l'énergie, autour des salons des énergies renouvelables. J'en profite pour saluer, j'ai oublié tout à l'heure, elle m'a fait les gros yeux, une collaboratrice de la CCI de Savoie qui mènera cette opération. Et il est important de dire que ces 4 opérations bénéficient d'un plan de développement international dans le cadre de la politique du Conseil régional. Très bien. Merci à vous tous pour avoir planté un peu le décor, cette intéressante hauteur de vue aussi, Monsieur Guillou, sur les relations entre la France et le Maghreb. On va être suivi de 2 autres émissions. On va rentrer un peu plus dans la pratique des affaires dans un premier temps et dans l'implantation sur place, puisqu'on a bien compris que c'est dans la coproduction, Monsieur Guillou, qu'on aura notre salut, nous, entrepreneurs français, sur ces pays. Merci à vous tous.